Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'univers mystérieux et fascinant de mon sous-sol. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite capsule sur la musique de la Renaissance, la musique du 16e siècle. C'est un film qui est destiné à mes étudiants en littérature musicale 2 et qui cherche bien sûr à entamer le début de la deuxième moitié de la session. Euh, donc voilà, on risque de se faire interrompre par des enfants, des chiens, toutes sortes de choses. Ceci étant un sous-sol, on va se faire marcher au-dessus de la tête, mais ça fait partie de la vie. Ça, c'était les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que avec ce format en vidéo, vous aurez accès à une fonction qui est absente dans mes cours en chair et en os. C'est la fonction pause et la fonction rewind. Alors, pour toutes les fois où je me suis fait demander, Monsieur, qu'est-ce que vous venez de dire? Puis j'avais aucune idée de ce que je venais de dire parce que je suis toujours en train de penser à ma phrase suivante plutôt qu'à la dernière, ben vous pourrez dorénavant ralentir le débit du professeur, l'interrompre à volonté et le rewinder à votre convenance. Voilà. Donc, 16e siècle aujourd'hui, on parle bien sûr de la Renaissance. C'est en fonction de vos chapitres. Essentiellement les chapitres 7 et 8. Chapitre 6 couvrait la musique instrumentale. On a eu le temps de voir ça avant l'interruption de la session. Donc aujourd'hui, je vais parler conjointement des chapitres 7 et 8 et je vais essayer de référer aux auditions le plus possible. Voilà. Donc la Renaissance, au fond, il y a deux grandes branches qu'il faut discerner. Musique sacrée versus musique profane. Il y a bien sûr des convergences entre les deux, mais il y a aussi des spécificités. Pour ce qui est de la musique sacrée, il est important de comprendre qu'est-ce qu'était l'école franco-flamande, parce que c'est un courant, une esthétique, un style musical qui va avoir une influence profonde et durable, notamment sur la musique sacrée. La musique profane va se développer un peu en parallèle et va mettre de l'avant d'autres stratégies. Ce qui est intéressant de la musique profane, c'est qu'elle va être davantage axée sur le texte et surtout sur la recherche de rendre le texte le plus vivant et le plus expressif possible. On va développer toutes sortes de trucs au 16e siècle pour renforcer ce mariage musique-parole et pour essayer de faire en sorte justement que la musique amplifie constamment la portée du texte. La musique se met au service du texte et va chercher à en accentuer les inflexions, les significations, etc. Il n'est pas rare, par exemple, que quand on va parler d'un cheval au galop, on va utiliser des rythmes de croche pointée double pour évoquer papam, 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 le galop du cheval, etc. Donc, bien sûr, ce genre de procédé-là, on retrouve ça beaucoup plus dans la musique profane. On va particulièrement observer ça dans deux pays, la France et l'Italie. Ce sont les deux principaux pays qu'on va couvrir en termes de musique profane du 16e siècle. En France, on va assister à la naissance d'un courant qu'on va appeler la chanson polyphonique française, ou CPF pour les intimes, et son équivalent ou cousin italien va s'appliquer le madrigal, va s'appeler le madrigal, oui. Donc, madrigal et chanson polyphonique française, c'est les deux principaux courants de la musique profane du 16e siècle. Et ce sont des styles musicaux qui reflètent beaucoup une nouvelle préoccupation, un nouveau courant philosophique typique du 16e siècle qu'on appelle l'humanisme. Je ne sais pas jusqu'où vos profs de philo vous ont peut-être déjà parlé de l'humanisme. Le vieux cliché, c'est que c'est un courant qui met l'humain au centre des préoccupations. C'est vrai. En même temps, c'est un peu réducteur. L'humanisme, c'est un phénomène de société qui est très vaste, qui est très complexe et qui va se manifester de toutes sortes de façons. L'humanisme, c'est entre autres une façon de prendre des distances par rapport à une certaine hégémonie que l'Église a eue pendant tout le Moyen Âge, une espèce de domination intellectuelle et morale. Et au 16e siècle, on a une espèce de liberté progressive qui se développe par rapport à l'Église, en même temps qu'un très fort courant de retour aux valeurs et aux idéologies gréco-romaines. Donc, il y a un courant de nostalgie pour l'Antiquité. Et on va voir dans les arts que les modèles grecs et romains vont être copiés
de façon de plus en plus systématique, autant en littérature qu'en art visuel, qu'en architecture, etc. Au 16e siècle, on voit apparaître une prolifération d'édifices basés sur le modèle grec du Parthénon, avec les colonnes doriques, puis le petit triangle par-dessus, puis ainsi de suite. Donc l'architecture du 16e imite l'architecture grecque classique. Les tragédies de Shakespeare ont une dette de reconnaissance vis-à-vis les tragédies grecques, donc même en littérature, on voit cette influence-là. Bien sûr, en art visuel, si vous regardez les sculptures, les peintures du 16e siècle, l'influence gréco-romaine est manifeste. Pensez au David de Michel-Ange, par exemple, c'est vraiment une statue qui est très fortement inspirée des modèles de l'Antiquité. En musique, il y a une situation un peu particulière, vous vous en souviendrez peut-être, c'est que au 16e siècle, on ne sait pas vraiment comment sonnait la musique de la Grèce antique. Encore aujourd'hui, nos connaissances sont extrêmement fragmentaires et limitées, et ces connaissances-là sont toutes récentes. Donc au 16e, on ne savait carrément pas comment ça sonnait, ce qui fait que même si tous les arts occidentaux se tournent vers l'Antiquité, la musique va être en partie épargnée par ce courant d'imitation de vieux modèles, vieux de plus de 2 millénaires, parce que justement, on n'a pas de modèle, on n'a pas de normes, on ne sait pas trop comment sonnait la musique grecque, ce qui fait que, pour utiliser une expression un peu particulière, on peut dire que la musique de la Renaissance est comme condamnée à l'originalité. On ne savait pas ce que faisaient les Grecs, donc on va continuer d'inventer toutes sortes de choses. Malgré cette condamnation à l'originalité, l'emprise idéologique de l'Antiquité va être très forte et on va voir toutes sortes de manifestations d'un désir de retrouver une certaine forme d'esprit antique à travers la musique de la Renaissance. Peut-être que la manifestation la plus claire et la plus évidente de ça, désolé de cette interruption. Je disais donc que la manifestation la plus évidente de cette influence ou cette volonté de renouer avec l'esprit de l'Antiquité dans la musique profane du 16e siècle va résider dans le fait qu'on va vouloir, à la fin du siècle, en Italie, notamment dans la ville de Florence, développer un art vocal qui va s'inspirer de plus en plus de la tragédie grecque, qui va vouloir faire une espèce de mariage entre la musique vocale et la tragédie grecque. Et plus on va se rapprocher de cet idéal de fusion musique versus tragédie grecque, plus on va être proche de l'invention d'un tout nouveau genre qui va révolutionner l'histoire de la musique et qui va nous mener aux portes du baroque. Il s'agit bien sûr de l'opéra. Alors, qu'est-ce que c'est que l'opéra? Au fond, c'est ça. C'est ce mariage entre la musique vocale et le théâtre qui procède d'une volonté très ferme et très claire de vouloir retrouver l'esprit de l'Antiquité grecque, de la tragédie grecque. Donc, même si on ne sait pas comment sonnait la musique grecque, cette influence-là, cette influence gréco-romaine, va être omniprésente au 16e siècle et va être omniprésente dans le courant de l'humanisme lui-même. Voilà, donc vous avez déjà une certaine forme de séparation au 16e siècle, musique sacrée versus musique profane, et dans la musique profane, vous avez chanson polyphonique française et madrigal italien. Les deux sont très semblables, chanson polyphonique française, madrigal italien. Il y a des petites nuances cosmétiques ou de surface, notamment au niveau de la langue, bien sûr. La chanson polyphonique française est, comme son nom l'indique, en français, ça n'a rien de très surprenant. Le madrigal est en italien. Au-delà de ça, les deux genres se ressemblent beaucoup. Il y a peut-être un petit peu plus de volonté de fusion de différents courants dans la chanson polyphonique française. Il y a peut-être plus d'homorythmie dans la chanson polyphonique française, mais pour le reste, c'est deux genres qui sont extrêmement similaires. Donc voilà. Je reviens à l'école franco-flamande et à la musique sacrée. Il y a une invention qui est absolument fondamentale dans l'histoire de l'Occident, qui intervient au tout début de la Renaissance, qui intervient à peu près en même temps que la chute de Constantinople dans les années 1450, c'est l'invention de l'imprimerie. Et très rapidement, on va trouver une façon d'adapter cette invention de l'imprimerie à la musique. Ça va avoir une influence absolument spectaculaire sur la façon dont on conçoit la musique en Europe, parce que, évidemment, on change complètement de paradigme. On était auparavant à une ère où chaque manuscrit, chaque partition devait être écrite à la main.
ce qui fait que beaucoup d'œuvres existaient en exemplaires uniques. On ne se donnait pas le trouble de faire des copies multiples, et souvent quand une bibliothèque brûlait, plusieurs œuvres cessaient d'exister parce qu'il n'y en existait qu'un seul exemplaire. J'étais en train d'essayer de parler de l'influence de l'imprimerie sur le développement de la musique en Occident au 15e, deuxième moitié 15e, et enfin, fin 15e et surtout 16e siècle. Ce que ça va permettre, évidemment, c'est une circulation infiniment plus efficace des idées et de la connaissance de ce qui se fait ailleurs. Ça devient possible pour un compositeur à Milan de recevoir des partitions, des pièces qui ont été composées en France, en Allemagne, en Angleterre, et etc. Donc, on va observer à la Renaissance une certaine forme d'internationalisation de la composition musicale. Il y a une pratique religieuse surtout qui va devenir assez répandue. Il y a finalement assez peu de différence dans l'approche de la composition polyphonique. Si vous comparez par exemple vos auditions numéro 49 et 50. Okay. Il s'agit de deux compositeurs qui sont extrêmement loin géographiquement. Tallis est en Angleterre et Palestrina est à Rome. Ils sont loin également même au niveau religieux, parce que Palestrina est catholique et Tallis est protestant. Et donc, les traditions, les religions sont différentes, les pays sont différents, ils ne parlent pas la même langue. Et si on analyse le style musical de Tallis et celui, pardon, de Palestrina, et qu'on compare, par exemple, même à celui de Roland de Lassus, si on compare à celui de Willaert, si on compare à celui de la plupart des autres compositeurs associés au milieu du XVIe siècle et rattachés à cette école franco-flamande, on se rend compte qu'ils écrivent tous d'une façon relativement similaire. C'est une harmonie, c'est une musique polyphonique, vocale, généralement a cappella, basée sur une harmonie d'intervalles. Et il y a une notion assez commune de quels sont les intervalles consonants, quels sont les intervalles dissonants, comment est-ce que les voix doivent se comporter, comment elles doivent aller se résoudre les unes sur les autres, etc., comment les dissonances, les tensions vont se résoudre sur des consonances. Les valeurs rythmiques sont relativement homogènes d'un compositeur à l'autre. Donc, même si les catholiques vont mettre la messe en latin, les protestants vont la traduire en langue vernaculaire, il n'y a pas, au-delà de ça, de différence significative dans la musique religieuse des compositeurs éparpillés un peu partout en Europe au XVIe siècle. Donc, on a cette pratique de la musique religieuse vocale. Plusieurs auteurs considèrent que c'est à peu près peut-être l'apogée de la musique vocale a cappella, de la polyphonie vocale, cette période de Palestrina, de Tallis, de Josquin-des-Prés et successeurs, et ainsi de suite. Bon, l'école franco-flamande, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle conception musicale qui va émerger dans le nord de l'Europe, qui va émerger dans le nord de la France, en Belgique, en Hollande. La Hollande va devenir, dans ces années-là, un pays extrêmement fort, autant commercialement que culturellement. Si vous avez la chance d'étudier l'histoire de l'art, la peinture de la Renaissance, il y a deux grands foyers de peinture au XVIe siècle, les maîtres italiens et les maîtres flamands. Donc, au nord de l'Europe, on a justement cet essor du commerce. Il y a des banquiers extrêmement riches qui se font construire des palais, qui deviennent des mécènes, qui commandent des œuvres d'art et autant en peinture qu'en musique, il y a tout un savoir-faire qui se développe. En musique, on parle donc de cette école franco-flamande.
Il y a deux choses qui sont absolument essentielles à pouvoir associer à l'école franco-flamande sur le point de vue musical. C'est d'une part le développement du contrepoint imitatif, ou si vous voulez, l'écriture en canon, le style fugué. Le fait d'avoir un même thème qui va se promener d'une voix à l'autre et qui va se superposer constamment à lui-même. Ça, c'est une des grandes inventions de l'histoire de la musique occidentale. Et l'autre chose qui est importante à pouvoir associer à ce style franco-flamand, c'est l'usage de plus en plus important des tierces et des sixtes. Donc, évidemment, les tierces, c'est important parce que s'il n'y a pas de tierces, il n'y a pas de système tonal. Okay? Ce qui distingue fondamentalement notre approche de la polyphonie du Moyen Âge. La raison pour laquelle la polyphonie médiévale sonne si exotique à nos oreilles, c'est que au Moyen Âge, la tierce était une dissonance. Donc, on pouvait l'utiliser, mais il fallait la résoudre. Si on avait une tierce do mi, par exemple, on pouvait aller la résoudre sur la quinte si bémol fa, ou on pouvait la résoudre sur l'unisson ré ré, mais on ne pouvait pas rester indéfiniment sur do mi parce que c'était un intervalle instable. Donc voilà, pour revenir à l'école franco-flamande, deux choses importantes, le contrepoint imitatif et l'utilisation de plus en plus importante des tierces et des sixtes. Évidemment, le contrepoint imitatif va aboutir quelques siècles plus tard aux fugues de Bach. Donc, il y a là le début d'un long processus d'apprivoisement du contrepoint imitatif qui va culminer au milieu du XVIIIe siècle avec la musique de Jean-Sébastien Bach. Les tierces et les sixtes, ben, ça va ensemble, parce que si on inverse une tierce, on obtient une sixte, vont de plus en plus souvent être utilisés en fin de phrase. Donc, pas encore en fin de section, pas dans les cadences les plus fortes. On va encore faire les cadences vraiment conclusives sur des consonances parfaites, mais on glisse de plus en plus souvent de tierces et de sixtes à travers la polyphonie. Ce qui est intéressant de la chanson polyphonique française, c'est qu'elle procède d'un désir nouveau de créer un lien très fort et très intime entre la parole et la musique. On va chercher à inventer différents procédés musicaux en fonction desquels les paroles vont devenir de plus en plus vivantes, de plus en plus expressives. On va utiliser toutes sortes de procédés et on va chercher donc à rendre cette union intime du texte et de la musique la plus convaincante possible. Il y a déjà là quelque chose d'intéressant par rapport à la pratique médiévale, parce que si vous vous souvenez, au Moyen Âge, dans le motet du XIIIe siècle, par exemple, on rajoutait des mots sur les longs mélismes des organums pour faciliter la mémorisation de ces longues mélodies très complexes. Donc, au fond, les mots étaient au service de la musique. Les mots étaient une béquille, une espèce de procédé aidant à la mémorisation des lignes mélodiques très longues et très complexes. Les mots étaient au service de la musique. Au XVIe siècle, on assiste au phénomène inverse. La musique devient au service des mots. Si les mots parlent d'une situation douloureuse ou difficile, la musique va utiliser des intervalles très dissonants ou du chromatisme. Si les mots parlent de quelqu'un qui monte sur son cheval et le met au galop, la musique va utiliser des rythmes de croche pointée double, padam, tadam, 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 etc. Donc, on cherche vraiment à la limite, on pourrait presque appeler ça du Mickey Mousing parce qu'il y a eu tellement de développement de cette union entre l'image et la musique dans les Looney Tunes, dans les dessins animés, etc., que c'est ce à quoi on a aujourd'hui naturellement tendance à associer ce procédé-là. Mais c'est vraiment au 16e siècle que ça va commencer à se développer de la façon la plus systématique, si on veut. Tous ces procédés-là, ces procédés d'illustration musicale, des propos du texte, on va les appeler des madrigalismes, en référence au genre musical italien du madrigal, qui est une chanson profane, polyphonique du XVIe siècle. Le madrigal, incidemment, c'est l'ancêtre direct de l'opéra. Et donc, les madrigalismes, les procédés d'expression du texte à travers les procédés musicaux, vont être adoptés également dans l'opéra au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Et quand on va arriver au XXe siècle, ces procédés d'illustration musicale-là vont tout naturellement être adoptés par la musique de film.
et aujourd'hui par la musique de jeux vidéo. Donc il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de procédés d'illustration musicale qu'on utilise encore aujourd'hui et qui relèvent d'une tendance, d'une préoccupation qui remonte à la Renaissance. Voilà. Une des inventions les plus intéressantes, les plus fascinantes de cette période charnière du début de la Renaissance, c'est le développement du contrepoint imitatif. Malheureusement, le contrepoint imitatif, il faut comprendre que c'est une technique qui a des grandes qualités et qui a des défauts. Okay? La plus grande qualité du contrepoint imitatif, c'est que c'est un générateur d'unités musicales extraordinaire. Toutes les voix chantent la même chose. Donc, c'est très clair que tout ça est très cohérent. Il y a une supra-cohérence dans une fugue de Bach. Pourquoi une fugue de Bach nous semble tellement logique? Parce que toutes les voix chantent la même chose. Avec des petites modifications, mais on reconnaît toujours quand même le thème ou sujet d'une fugue. Donc, c'est un des plus extraordinaires générateurs de cohérence musicale qu'on ait inventé. Le problème du contrepoint imitatif, c'est quand il y a des mots. Parce que quand le quart de nos chanteurs chante Frère Jacques, l'autre quart chante Dormez-vous, puis l'autre quart chante Sonnez les matines, puis l'autre quart chante Ding Dang Dong. Donc, si un thème musical est à tout moment rendu à 4 endroits différents dans son déroulement, ben les paroles aussi sont à des endroits différents dans leur déroulement, ce qui fait qu'on a 4 voix en train de chanter 4 mots différents en même temps. Tant que c'est dans de la musique sacrée, c'est pas si pire. Parce que Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, on les connaît déjà, les paroles. Puis peut-être qu'on les connaît pas, mais qu'on parle pas le latin, puis qu'on comprend rien de toute façon. Alors, c'est pas le contrepoint imitatif qui va changer quoi que ce soit. Dans la musique profane, le problème est beaucoup plus concret parce que c'est des nouveaux textes qui viennent juste d'être écrits et que personne connaît. Alors si on arrive avec un nouveau texte et qu'on le chante dans un style fugué, ça devient très problématique de comprendre ce dont ça parle. Et en plus, si les paroles sont à tout moment rendues à 3 ou 4 points différents dans leur déroulement, ça devient plus difficile de faire des effets musicaux qui vont illustrer le sens du texte, quand le texte lui-même, c'est plus trop où est-ce qu'il est rendu, puis il est rendu à 3 places différentes. Okay? Donc, le contrepoint imitatif va être plus systématiquement utilisé dans la musique sacrée que dans la musique profane. Dans la musique sacrée, ça crée cette espèce de côté très solennel, très majestueux, très mystique, très spirituel qu'on associe à la musique de Buxtehude, la musique de Bach, les grands maîtres du nord de l'Europe, etc. Donc c'est beaucoup en musique liturgique que ce style imitatif franco-flamand va fleurir et se développer. Ce style associé principalement au nord de l'Europe. En musique profane, on va devoir trouver d'autres stratégies pour être capable de rendre la musique intéressante tout en préservant la compréhension du texte. Et les compositeurs vont se rendre compte très rapidement qu'une façon extrêmement efficace de préserver la lisibilité du texte, c'est de faire en sorte que toutes les voix changent de notes en même temps et de syllabes en même temps, même si toutes les voix chantent des notes différentes. Une voix peut aller de si à do pendant que l'autre va de ré à mi, par exemple, mais elles vont changer de note en même temps et de syllabes en même temps, ce qui fait que tout le monde chante le même texte au même moment. Ce procédé-là s'appelle homorythmie. Homorythmie, ça veut dire, ça sous-entend qu'on a plusieurs voix, au moins 2, et que ces voix-là ne sont pas indépendantes les unes des autres sur le plan rythmique. Ces voix-là sont synchronisées ensemble. Ces voix-là vont changer de notes et de syllabes tout en même temps. Pour utiliser une terminologie plus moderne, on pourrait parler d'une voix qui est harmonisée, d'une mélodie qui est harmonisée à 3 ou 4 voix, ce qui fait que tout le monde bouge en même temps. Donc, l'homorythmie, c'est un curieux cas d'un exemple où on cherche un certain objectif, un certain but, et on va en développer un autre en parallèle. Le but premier dans l'utilisation de l'homorythmie, c'est la compréhension des paroles. Mais la conséquence que ça va avoir, c'est un changement dans la perception de la musique. Parce que à force d'entendre toutes les voix changer de note en même temps, ben, on perçoit la musique de moins en moins comme une superposition de lignes mélodiques, et de plus en plus, vous me voyez venir, comme une succession d'accords.
Il y a une nouvelle conscience de la verticalité de la musique qui se développe au 16e siècle, et cette nouvelle conscience de la verticalité, je l'associerais essentiellement à deux choses. D'une part, comme je viens de l'expliquer, l'utilisation de l'homorythmie en musique vocale pour favoriser la compréhension des paroles. D'autre part, le développement d'instruments à cordes et à manches. Les instruments de la famille des luths sont littéralement faits pour jouer des accords et ils vont accompagner les voix et ainsi de suite. Donc, les luths plus l'homorythmie dans la musique vocale vont vraiment changer la façon dont on entend et perçoit la musique et vont amener une toute nouvelle perception de cette verticalité dans la musique. La verticalité, évidemment, c'était nécessaire pour que, éventuellement, on puisse élaborer le concept de fonction harmonique. Et on va voir au tout début du baroque, au tout début du XVIIe siècle, l'apparition du système tonal. Et au fond, qu'est-ce que c'est le système tonal? C'est le langage des accords. Alors, pour qu'on puisse avoir ce langage des accords, il fallait qu'on ait une nouvelle conscience de la verticalité en musique. Et cette nouvelle conscience de la verticalité en musique, elle était due principalement au fait qu'on voulait comprendre les mots. On voulait comprendre ce que les gens chantaient. Donc, quand vous écouterez les chansons polyphoniques françaises, quand vous écouterez, par exemple, audition numéro 46. Quand vous écouterez Mignonne, allons voir si la rose, vous remarquerez qu'il y a 3 strophes dans le texte. La première strophe est chantée surtout en contrepoint imitatif. Les voix entrent une après l'autre et se superposent et sont rythmiquement indépendantes les unes des autres. Quand vous arrivez à la deuxième strophe du poème, tout le monde est en homorythmie. Toutes les voix changent de note en même temps, ce qui fait que tout d'un coup, le texte devient beaucoup plus clair, beaucoup plus évident, et on comprend beaucoup mieux les mots. La troisième strophe fait alterner les deux procédés. Donc la première moitié de la troisième strophe est en imitation et la deuxième moitié de la troisième strophe est en homorythmie. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on change de procédé au milieu de la troisième strophe? Je crois que c'est entre autres pour illustrer, pour souligner le message du poème, pour illustrer la morale du poème. C'est le moment où les paroles vont justement dire « Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté ». Donc, c'est un poème sur le caractère éphémère de la beauté et par extension sur le caractère éphémère de la vie sur Terre. C'est un message humaniste, c'est un message associé au carpe diem, saisir le jour, profiter du moment, profiter de votre jeunesse parce que la vie est fugace, la vie est fragile. C'est une autre pensée profondément humaniste qui s'oppose un peu à l'idéologie judéo-chrétienne traditionnelle. Dans la pensée chrétienne traditionnelle, le passage sur Terre est simplement une transition à travers laquelle on peut gagner notre ciel. Mais le but, évidemment, éventuellement, c'est d'aller au ciel. La pensée humaniste étant beaucoup plus séculaire, étant beaucoup plus profane, étant beaucoup plus inspirée d'idéaux gréco-romains, n'a pas nécessairement tendance à envisager le passage sur Terre comme étant préparatoire à un au-delà ou un paradis ou ainsi de suite. Au fond, l'humanisme dit on ne sait pas ce qui nous attend après notre mort, donc profitons de ce passage sur Terre pour se faire une vie la plus enrichissante, la plus gratifiante possible et essayons de nous aider les uns les autres pour essayer justement de célébrer l'humanisme et l'humanité elle-même. Donc, vous avez dans cette audition Mignonne, allons voir si la rose, la pensée humaniste, la pensée du carpe diem, et vous avez ce souci très typiquement renaissant et spécifique à la chanson polyphonique française, de vouloir utiliser l'homorythmie pour rendre le sens des paroles le plus clair possible. Cette fleur la messe fera ternir
Il y a un point sur lequel j'aimerais insister en lien avec l'art de la Renaissance, c'est que, pour revenir à une analogie qu'on avait faite, cette espèce de pendule entre Apollon et Dionysos, entre les courants à tendance plus classique et les tendances plus romantiques, je crois que la musique de la Renaissance est très apollinienne, elle est très classique. On recherche les harmonies, les formes harmonieuses, on recherche la perfection formelle, on recherche la sérénité, l'équilibre, la clarté, la symétrie, tous ces grands thèmes de l'esthétique classique jusqu'à la fin du 16e siècle. Et quand on va passer du 16e au 17e, on va voir une espèce de changement dans les préoccupations du temps, dans les courants artistiques, et c'est là que la Renaissance va devenir le style baroque. Et le style baroque est beaucoup plus théâtral, il est beaucoup plus dramatique, il est beaucoup plus spectaculaire, il est beaucoup plus dionysiaque. Donc, autant l'art renaissant cherche la clarté, l'équilibre, la symétrie, l'humanisme, la sérénité, etc. Pensez au David de Michel-Ange. Autant la fin du 16e siècle nous amène dans un univers différent, un univers beaucoup plus dramatique, avec des tensions, avec des personnages qui sont en conflit les uns avec les autres, à l'intérieur d'eux-mêmes, etc., etc. Dans les tableaux, l'éclairage est plus spectaculaire et plus contrasté, les poses sont plus dramatiques, les effets de couleurs, les effets de drapés sont plus dramatiques, plus spectaculaires, plus théâtraux, etc. Donc, le style renaissant est beaucoup caractérisé par cette recherche de l'équilibre, cette recherche de, comment dire, la perfection formelle, la tempérance, la sérénité. Et donc, c'est quelque chose qui transparaît à travers les thèmes employés, à travers la conduite des voix. Il y a dans la polyphonie renaissante une espèce de recherche de consonance, de diatonisme. On n'est plus dans, si on se souvient, la fin du Moyen Âge, si on fait référence à l'Ars Nova. Vous vous rappelez l'Ars Nova, il y avait énormément de valeurs très courtes, de rythmes très syncopés. Donc, si on fait référence à la fin du Moyen Âge, si on fait référence à la polyphonie du 14e, si on fait référence à l'Ars Nova, on se rend compte que cette polyphonie médiévale, elle est complexe, elle est souvent dissonante, elle procède avec des rythmes très rapides, beaucoup de syncopes, beaucoup de jeux rythmiques, etc., qui donnent parfois l'impression d'une certaine confusion. Le style franco-flamand procède beaucoup plus d'une recherche d'ordre, d'une recherche de clarté. On va faire le ménage dans toute l'espèce de foisonnement d'idées qu'il y avait dans la polyphonie médiévale. On va utiliser des valeurs rythmiques moins radicales, moins de notes très très courtes et très syncopées. On va favoriser une prosodie qui est plus proche du débit naturel de la parole, des dissonances mieux préparées. C'est ce qui ressort le plus clairement si on compare les compositeurs de l'Ars Nova avec les franco-flamands, on voit qu'il se développe une technique, une façon, un art de préparer les dissonances, ce qui fait que l'oreille les accepte beaucoup mieux. Il y a une conduite des voix qui est plus conjointe, qui est plus diatonique, qui est plus naturelle, entre guillemets. C'est sûr que la musique est jamais naturelle, on ne va pas trouver d'arbre à composition polyphonique, mais quand on parle du caractère naturel de la musique, je pense qu'on parle de quelque chose qui s'impose facilement à l'esprit par son caractère qui nous semble logique et évident. Alors, qu'est-ce qu'il y a de logique et évident dans la musique de la Renaissance? C'est justement, d'une part, le fait de favoriser un langage diatonique modal, donc moins chromatique, moins dissonant que celui de l'Ars Nova, une conduite des voix plus conjointe et surtout une façon de préparer les dissonances. L'Ars Nova avait pas ça. L'Ars Nova était fasciné par des dissonances, mais souvent les projetait dans notre oreille d'une façon assez explicite. Alors que les franco-flamands peuvent utiliser les dissonances, mais vont mettre une voix en place, gardent une voix statique, puis l'autre voix vient chercher l'intervalle dissonant, puis ensuite on va résoudre la dissonance. Mais donc toutes ces techniques de conduite des voix sont beaucoup mieux assumées et maîtrisées par les compositeurs franco-flamands, ce qui donne à leur polyphonie un caractère plus, entre guillemets, naturel. Voilà, donc au fond, l'Ars Nova, la fin du Moyen Âge, c'était un style qui était plutôt
chaotique, qui était plutôt dissonant, qui était plutôt anarchique peut-être dans son caractère. On s'en va vers le style franco-flamand de la Renaissance qui procède beaucoup plus d'une recherche de l'ordre, notamment avec le style fugué, le contrepoint polyphonique. Il y a quelque chose de très organisé, de très clair dans les structures musicales. Et je dirais que la musique de la Renaissance en général, elle est très apollinienne dans son caractère, très, entre guillemets, classique. On va arriver vers le style baroque au XVIIe, l'invention de l'opéra, un style beaucoup plus dramatique, beaucoup plus spectaculaire, qui est beaucoup plus axé sur la représentation des tensions, des conflits, des drames, etc. Donc évidemment, le style baroque est plus théâtral, donc plus dionysiaque, donc plus proche des idéaux du romantisme. Après ça, au milieu du 18e, on va voir émerger éventuellement le style classique viennois avec Haydn, Mozart, et donc on retourne vers la recherche de la clarté, l'équilibre, la symétrie, l'économie des moyens, etc. Et au 19e, on retourne vers le romantisme, vers le style dionysiaque, etc. Donc vous avez vraiment quelques oscillations de ce pendule qui se promène entre Dionysos et Apollon, entre des choses plus dissonantes et des styles plus consonants, entre des styles basés sur la recherche d'une tension dramatique et d'autres qui sont plutôt à la recherche d'une perfection formelle et d'une grande harmonie entre les voix. Vous aviez votre Ars Nova à la fin du Moyen Âge qui était plus dissonant, plus tendu, plus chaotique, plus syncopé, votre art franco-flamand de la Renaissance qui est plus classique dans sa recherche des formes harmonieuses, le style baroque qui redevient plus dramatique, plus théâtral, plus spectaculaire, le style classique viennois qui revient vers la clarté, l'équilibre, la symétrie, l'économie des moyens, et le romantisme qui revient vers quelque chose qui est plus axé sur la recherche des émotions, de la subjectivité, etc., etc. Ceci va éventuellement nous mener aux portes du 20e siècle, mais évidemment, le 20e siècle est une autre bibite complètement. Et l'alternance de courants apolliniens et dionysiaques fait un peu moins de sens dans le contexte de la musique du 20e siècle, mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra un peu plus tard. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que la formule saura vous plaire. Je suis toujours dans l'attente de vos commentaires, questions, quoi que ce soit. Ça me fera plaisir de communiquer avec vous. Et bonne écoute et à bientôt, j'espère.